Bon, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que les fans de Ferrari respirent mieux aujourd'hui qu'il y a un an. Ça fait du bien. Cette saison, la Scuderia était attendue au tournant après un exercice 2020 cauchemardesque où la puissance moteur et le désordre interne avaient rapporté le pire résultat depuis 1980 avec la 6ème place du général. Le premier objectif était donc de stopper le massacre. Quand tu t'appelles Scuderia Ferrari, tu ne peux pas te permettre une deuxième saison comme ça. L'objectif était clair, top 5 minimum, voire peut-être même top 3, top 4, il fallait revenir pour jouer la meilleure place du midfield. Si Ferrari ne parvenait pas à remonter au niveau de McLaren ou à minima au niveau d'Alpine ou d'Aston Martin, ça aurait mis la maison rouge en décomposition totale. On tournait aussi une page cette année avec le départ de Vettel. Il fallait désormais ouvrir correctement l'ère Leclerc et accueillir parfaitement Carlos Sainz Jr. Un nouveau dans une telle maison, ce n'est jamais anodin. Enfin, il fallait faire tout ça en évitant de sacrifier 2022 qui était le vrai objectif de Ferrari. 2021 était super important, fallait repartir dans le bon sens et arrêter d'être ridicule, mais 2022 ça reste le moment où la Scuderia peut revenir pour jouer les titres. Fallait pas que la quête de 2021 empiète sur la quête plus importante de 2022. Côté pilote, Charles Leclerc était finalement dans un objectif assez simple, continuer, confirmer, s'affirmer et devenir le vrai numéro 1. Vettel étant parti, c'était lui le nouveau visage des rouges et après ses deux très bonnes saisons en 2019 et 2020, il n'y avait plus aucun doute sur son talent, mais il avait seulement 23 ans, encore beaucoup de choses à améliorer, on voulait encore qu'il monte d'un cran. Sainz lui était face à un superbe défi. Dans un premier temps, s'adapter à une nouvelle voiture et une nouvelle écurie, et ensuite relever le défi Ferrari. La Scuderia peut être impitoyable, on y est beaucoup plus exposé qu'ailleurs, ça peut vite mal tourner, y signer était autant une chance, une opportunité qu'un risque. Ensuite, on avait surtout hâte de le voir après ses deux excellentes saisons chez McLaren où il avait réellement explosé, s'était révélé comme un meilleur du milieu de plateau, sa régularité et ses capacités avaient ébloui tout le monde. Enfin, dans un dernier temps, j'avoue que j'étais curieux de savoir s'il avait ce petit truc en plus. La comparaison face à Leclerc et l'arrivée dans un top team promettaient d'être intéressante et un peu révélatrice, on allait voir. Instantanément, Ferrari a rassuré sur son niveau. Oui, beaucoup des pertes de 2020 ont été récupérées durant l'hiver. Dès Bahreïn, le duel avec McLaren est enclenché et Aston, Alpine ou AlphaTauri sont relégués largement derrière. Et Imola vient le confirmer avec des voitures qui terminent 4ème et 5ème, on pousse un gros ouf de soulagement. Dans ce début de saison, Leclerc est très en forme, qualifié 2 fois 4ème et meilleur des autres, il fait 6ème à Bahreïn et s'apprêtait à prendre un superbe podium à Imola avant qu'il n'y ait le drapeau rouge et l'assèchement de la piste. Sur le sec avec moins de puissance moteur, il n'a pas pu résister à Norris et Hamilton. Il continue avec une 6ème place à Portimao et une nouvelle 4ème place en qualif à Barcelone où il se paye même le luxe de faire un extérieur splendide sur Bottas au départ pour tenir le podium avant de logiquement finir 4ème. Dans le même temps, Sainz fait d'excellents débuts, 8ème à Bahreïn, 5ème en remontant beaucoup de monde à Imola, 7ème à Barcelone. Il n'a qu'un petit cran de retard sur un excellent Leclerc et il n'y a que la 11ème place à Portimao qui laisse à désirer. À Monaco, Ferrari va se payer le luxe de se rappeler aux bons souvenirs des années précédentes et va se retrouver en position de jouer la première place. Incroyable, première place que Leclerc obtient en qualification en tenant la pole sur cette aire, mais il se crache sur sa deuxième tentative. Sa pole reste magnifique, mais malheureusement, le crash crée un problème indétectable sur place qui l'empêchera de prendre le départ le lendemain. C'est un immense crève-cœur pour le local de l'étape. La bonne nouvelle, c'est que Sainz est lui aussi présent, qualifié 4ème, il monte 3ème après l'abandon de son coéquipier, puis 2ème après l'abandon de Bottas. Il connaît son premier podium en rouge, il sauve l'affaire et il confirme ses très bons débuts. Bakou vient affirmer la préférence de la SF21 pour les circuits urbains, puisqu'au terme d'un nouveau tour sensationnel, Leclerc signe sa deuxième pole consécutive, et même s'il a provoqué un drapeau rouge en Q3, Sainz est 5ème, c'est énorme. Leclerc mènera le premier tour, mais va devoir s'incliner face au leader du championnat, et verra même sa Ferrari manquer un petit peu de rythme en course. Une safety car au mauvais moment le pénalise également et voit Vettel remonter. Sur la fin de course, il a moins de puissance moteur que les autres.
Ses attaques et ses défenses face à Gasly sont magnifiques, mais malheureusement il doit s'incliner. Il est encore 4ème alors qu'il aurait largement mérité le podium. Sainz lui était plus loin et a même fait une très belle erreur à un moment donné, mais il est remonté et à la faveur des événements de fin de course, il a saisi sa chance pour aller chercher la 8ème position. À ce moment-là de la saison, Ferrari est 2 points devant McLaren. Mais va alors s'ouvrir une page moins brillante. En France, au Castellet, les rouges s'écroulent sur les pneus et ne marquent pas le moindre point pour la seule fois de la saison. Ensuite, Norris s'envole sur les 2 manches autrichiennes, tandis que Leclerc accroche Gasly dans la première et que la deuxième voit une double élimination en Q2. Sur le doublé à Spielberg, les rouges ramènent quand même 28 points, notamment grâce à un Sainz très régulier et à plusieurs bonnes décisions, notamment un swap dans la deuxième course, mais il y avait moyen de faire beaucoup mieux, et surtout McLaren a frappé fort et est désormais 19 points devant. À Silverstone, les choses semblent se normaliser, les 2 voitures passent en Q3 et Leclerc retrouve sa place de meilleur des autres. 4ème dans le sprint, il se paye même le luxe de redépasser à nouveau Bottas au départ, et lorsque Big Flo et Oli s'accrochent à Stowe, il passe meneur de la course. Il tiendra les commandes du premier au 49e des 52 tours, avant qu'Hamilton et Mercedes ne remontent et ne viennent lui enlever ce magnifique rêve au terme d'un magnifique Grand Prix. Ça reste quand même la 2ème place, son premier podium de l'année au terme d'un week-end de fou, c'est largement mérité. Sainz, lui, s'était qualifié seulement 9ème, mais a fini par remonter et termine 6ème juste derrière les 2 McLaren. La Hongrie permet ensuite à Ferrari d'égaliser au classement, pourtant Leclerc s'est fait sortir par Stroll au départ, alors qu'il allait sortir 3ème du premier virage, mais les McLaren n'ont pas marqué de points et Sainz est passé à travers des gouttes, notamment parce qu'il s'était crashé en Q2 la veille. Au fur et à mesure des événements, face à des voitures moins fortes et menant un très bon rythme, il va terminer ce Grand Prix à une très belle 4ème place, qui deviendra une 3ème après la disqualification de Vettel, nouveau podium pour l'Espagnol. Après 2,5 points inscrits en Belgique, Ferrari continue sur sa lancée avec les 5e et 7e places à Zandvoort, Leclerc devant Carlos. L'avance est de 11,5 points, mais à Monza, McLaren connaît un week-end de rêve, fait un doublé fantastique, et heureusement Ferrari a très bien limité la casse dans ce week-end où la puissance moteur était pourtant primordiale. 7e et 8e après la qualif, 5e et 6e après le sprint, ils passent tout leur Grand Prix dans la première moitié de tableau, excellent, ils se suivent très bien. Sur la fin de course, ils se mêlent à la lutte avec Bottas et Perez pour la 3ème place, et Leclerc terminera si proche qu'il pourra bénéficier des 5 secondes de Checo pour terminer encore une fois 4ème dans cette saison. Sainz est 6ème, Ferrari n'a perdu que 25 points sur McLaren alors que l'écurie britannique a fait un doublé. Donc en termes de limitation des dégâts, c'est pas mal. La Russie marque un tournant car Ferrari va apporter une évolution moteur qui s'avérera décisive. Leclerc est le premier à la montée et part donc dernier. Il mène une remontée folle avec Verstappen et s'apprête à terminer dans les points. Malheureusement, avec l'arrivée de la pluie, l'équipe fait le mauvais choix, 0 points. Sainz lui a pu jouer le haut du panier et a eu le nez creux sur son choix de pneus en Q3. Il signe la 2ème place sur la grille, prend même la tête au départ, mais finit un petit peu par s'écrouler en ayant moins de rythme. Et au final, il perdait même la bataille face à Ricciardo et Perez pour la 3ème place. Mais finalement, il fait un 2e très bon choix de pneus ce week-end-là et va chercher un splendide podium, 3ème, c'est son 3ème de la saison d'ailleurs. En Turquie, c'est au tour de l'Espagnol de partir dernier. Leclerc, lui, va jouer devant tout le week-end, largement meilleur des autres. Il fait la bagarre avec Perez. Malheureusement, dans le moment décisif du Grand Prix, Ferrari va tenter un coup tactique pas payant et va mettre beaucoup trop de temps à le corriger. Le Monégasque termine encore une fois 4ème alors qu'il avait la 3ème place dans les mains si l'écurie n'avait pas foiré la stratégie. Désormais doublement équipé de l'évolution moteur et revenu à 7,5 points de McLaren, Ferrari est totalement prête pour le sprint final. Leclerc continue dans son rôle à Austin où il fait 4ème largement devant, Sainz est 7ème. Au Mexique, seul Gasly fait mieux que les rouges, Leclerc 5, Sainz 6, la Scuderia repasse 3ème. Au Brésil, il y a encore un double top 6 en qualif, Sainz fera même un départ de sprint absolument canon pour aller chercher la 3ème place sur la grille. Au départ de la course, Leclerc repasse devant avec une très belle autorité, mais les 2 Ferrari mènent encore un magnifique résultat d'ensemble, encore une fois 5ème et 6ème. Il y a désormais 28,5 points d'avance sur McLaren, la différence a été faite.
Le rythme sera moins présent au Qatar, mais l'écurie sauve bien les meubles avec des 7e et 8e places. À Jeddah, c'est pas terrible non plus, mais Leclerc sort un magnifique tour et s'apprêtait à jouer avec Pérez. Malheureusement, il se fait avoir par le drapeau rouge. Sainz, lui, est aidé. Ça remonte, les deux font 7e et 8e. Encore beaucoup de points dans la besace. 38,5 d'avance avant Abu Dhabi. C'est réglé. La dernière manche sera quand même le théâtre d'un excellent week-end de Carlos. À mon humble avis, son meilleur de la saison, le plus complet. Il va être 4e toute la course avant de bénéficier de l'abandon de Pérez pour monter sur sa 4e boîte de l'année. Avec tout ça, l'Espagnol termine 5e et meilleur des autres devant Norris et Leclerc. Ferrari, quant à elle, a totalement assuré la 3e place du constructeur avec près de 50 points d'avance. Le bilan de la Scuderia sera donc court et simple. C'est un retour en force exceptionnel et une masterclass dans la maximisation de la performance. Le niveau récupéré d'une année sur l'autre est complètement impressionnant, la catastrophe n'aura duré qu'une année et surtout on a le sentiment qu'ils ont tiré le maximum des pilotes et de la voiture, c'est très satisfaisant. McLaren a sûrement été au-dessus en termes de rythme sur 70% de la saison, mais Ferrari a fait la différence grâce à un duo de pilotes incroyable et super bien géré, grâce également à une écurie qui n'a fait quasiment aucune erreur et a œuvré avec discrétion et efficacité. Enfin, grâce aussi à une dernière évolution décisive et grâce à une continuité folle. Ferrari n'a quasiment rien raté cette saison, a quasiment tout réussi. Il n'y a eu quasiment aucun moment de trou, aucune controverse, aucun ennui, rien, c'est une saison absolument magnifique. Les rouges sont désormais complètement de retour aux affaires. Côté pilote, il est absolument évident que Carlos Sainz fait une saison sensationnelle. Pour moi, seuls Verstappen, Hamilton, Norris et Leclerc font mieux, ça veut déjà tout dire. C'est encore plus valorisable qu'il s'agit de sa première saison dans l'écurie. Quand on voit comment les autres nouveaux comme Ricciardo ou Vettel ont galéré, c'est magnifique, d'autant plus qu'il n'arrivait pas n'importe où, il arrivait chez Ferrari. Sa propreté et sa régularité sont purement dingues. 20 courses sur 22 dans les points, personne ne fait mieux. Une série de 15 top 10 consécutifs encore en cours, quasiment aucun moment de bas dans la saison, une comparaison plus que digne face à Leclerc, on y viendra. Clairement, c'est fabuleux. Je disais dès l'an dernier que Sainz était un super choix pour Ferrari. Je suis plus que ravi que ce soit confirmé largement. Avec lui, la Scuderia peut voir double pendant plusieurs années. On parle déjà d'une prolongation de contrat sur la table. Je milite pour à 3000%, évidemment. Bravo Carlos. Concernant Leclerc maintenant, eh bien je trouve que sa saison est diablement sous-estimée. Beaucoup me semblent avoir oublié à quel point il a été exceptionnel. D'abord, il y a les chiffres. 13-9 en qualif avec plus d'un dixième d'avance d'écart moyen, meilleur des autres dans l'exercice devant Verstappen, Hamilton et Bottas, 6,2e quand Sainz est 7,8e et seulement 8e de ce classement-là, 13 apparitions en Q3 contre 15, 2 pôles à 0, 11 notes supérieures à 17 contre 7, 9 notes supérieures à 18 sur 22 Grands Prix, c'est énorme, c'est 4 pour Sainz. Dans mon classement par notes, il arrive 3e avec 16,75, Carlos est 5e avec 16,3. Cependant, deux stats hyper importantes lui sont défavorables, peut-être les deux stats les plus importantes, 4 podiums à 1 pour Carlos et 164,5 points à 159 pour Carlos également. Certes, mais pour moi, ces chiffres ne reflètent pas la réalité de la saison. D'abord sur les podiums, excellent de la part de Carlos, mais 3 de ces 4 boîtes tiennent à l'abandon ou à la disqualification d'un pilote juste devant lui dans les moments décisifs de la course, et d'ailleurs c'est souvent arrivé sur des courses où Leclerc a abandonné. Leclerc lui, il a fait une fois 2e, 6 fois 4e, 3 fois 5e, ça fait 10 top 5 dans l'année contre 6 pour Carlos. Autrement dit, Charles aurait mérité bien plus de podiums et n'a pas eu beaucoup de chance. On l'a vu quand on a rappelé la saison, c'est vraiment énorme. En fait, pour moi, le meilleur argument pour la saison de Leclerc, c'est de reprendre ses grands prix un par un. Bahreïn, Imola, Portimao, Barcelone, Bakou, Silverstone, Zandvoort, Monza, Istanbul, Austin, Interlagos et Jeddah, tous ces grands prix-là sont des énormes masterclass. À vrai dire, les deux seuls week-ends ou les deux seules courses où il n'a pas été bon, clairement, c'est Le Castellet et Abu Dhabi. C'est tout. Après, en Autriche, c'est moyen et il y a la belle erreur sur Gasly, mais en termes de rythme, il avait à chaque fois le potentiel pour faire 5e.
En Belgique, la qualif est pas dingue, mais elle reste devant Sainz. Au Mexique, il est également devant Carlos. En Russie, il partait dernier et avait fait une remontée de dingue, ça se joue juste sur le choix des pneus. Au Qatar, il était là malgré un châssis fissuré en qualif. Et enfin, à Monaco, au final, ça reste un bilan plus négatif que positif parce que son crash lui a coûté cher, mais il avait signé une punaise de pole. Et sa fin de saison n'est même pas moins bonne. Ok, il est battu 3 fois sur 4 en qualif par Sainz, mais il y avait le crack sur le châssis au Qatar, et il fait des excellentes courses à Interlagos et à Jeddah notamment. Il n'y a que vraiment à Abu Dhabi où il est pas bon. Donc au final, Leclerc a fait une incroyable saison, et je suis assez surpris de constater que tout le monde semble l'avoir oublié. S'il termine derrière, c'est en grande partie à cause de la malchance qui a causé des différentiels terribles. Avec un Sainz qui est plus régulier, on a potentiellement un plus 8 au lieu d'un plus 2 à Imola, potentiellement un plus 13 au lieu d'un moins 18 à Monaco, potentiellement plus quelque chose au lieu d'un moins 15 horrible à Budapest. Ce sont les 3 gros événements qui, à eux seuls, lui font perdre un différentiel de 50 ou 60 points sur Sainz. Et encore, j'ai pas creusé sur d'autres détails. L'idée n'est pas de dévaloriser Carlos, loin de là, j'ai parlé de sa saison avant, je la trouve magnifique, mais c'est de dire que Leclerc a fait pour moi une saison qui reste quand même meilleure sur la globalité, ça me paraît assez incontestable. Leclerc méritait de finir meilleur des autres, méritait 4-5 podiums et aurait totalement pu finir 50-60 points devant Norris et Sainz. Alors attention, il a encore des trucs sur lesquels progresser, notamment une propension à attirer la malchance, je sais pas s'il peut vraiment faire quelque chose là-dedans, mais quand même, et il n'a que 24 ans, et il n'a pas cessé de montrer qu'il savait faire surperformer la voiture. C'est une très très grosse saison, pas récompensée au niveau comptable, je n'ai absolument aucun doute sur Leclerc. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Ferrari s'est relevé sportivement et a continué sur le modèle discret, efficace et intelligent, impulsé par Mattia Binotto. Avec le superbe recrutement de Sainz, la Scuderia a désormais pour moi le meilleur duo de la grille en termes de performance, et les deux ont le même style, idéal pour se développer. En plus de ça, l'écurie a été remise à niveau et restructurée depuis quelques années pour arriver aujourd'hui à un ensemble plus travailleur et sérieux, en qui on peut largement plus avoir confiance. Ferrari a aujourd'hui largement progressé et me semble avoir tous les éléments entre les mains pour performer en 2022, ce qui n'était pas le cas il y a 1 ou 2 ans. Ne reste plus qu'à avoir parfaitement lu et compris le règlement 2022, mais comme on dit, sur le papier, ils ont tout. Voilà, sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. J'attends vos commentaires qui, je n'en doute pas, seront nombreux. Leclerc, Sainz, Binotto, la Scuderia 2022. Allons-y, abordons le sujet en profondeur. Comme chaque soir, pensez également au like, au partage, à l'abonnement si vous voulez faire monter la chaîne dans les recommandations et que vous voulez que la chaîne atteigne plus de public. Allez, on se quitte avec Enzo Ferrari qui nous révèle s'endormir chaque soir avec un portrait de Leclerc et de Sainz de chaque côté de son lit et un portrait de Mattia Binotto au plafond. Chelou. À bientôt.